Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'analyse de fichiers exécutables avec Régis Lost. Bonjour Régis. Bonjour. Et Jean-Yves Marion. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Régis, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, merci. Mais déjà, merci de nous recevoir. Donc, je m'appelle Régis Lost, je suis le président de la société Cyberdetect. Cyberdetect est une société issue d'un laboratoire de recherche. On est les premiers à industrialiser des technologies qui viennent du lauréat, c'est pour ça que Jean-Yves est là, il va se présenter, autour de l'analyse de malware. Jean-Yves est un spécialiste de l'analyse de malware, il a développé des technologies qui s'appellent l'analyse morphologique, on en parlera, et Cyberdetect est le bras armé du lauréat dans cette catégorie-là, puisqu'on industrialise et on commercialise aujourd'hui le logiciel Gorille, qui est le premier utilisateur de l'analyse morphologique. Jean-Yves ? Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Jean-Yves Marion, je suis professeur à l'université de Lorraine, directeur du laboratoire qui s'appelle Lauria, et ma recherche c'est essentiellement, je commence à vieillir mais ça fait plus de 10 ans maintenant, presque 15 ans en sécurité informatique, dont toute une partie sur la thématique des malwares, de l'analyse de ces malwares et de la lutte contre les malwares. Et donc, on travaille maintenant depuis plusieurs années avec Cyberdetect, qui est une spin-off du laboratoire. Quelle est la genèse de ce projet ? On a beaucoup travaillé sur les aspects détection de malware. Je pense qu'on reviendra avec des questions plus spécifiques sur ce sujet-là. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer une start-up à partir de doctorants, etc. On a essayé comme ceci, comme cela, avec un amateurisme qui me fait aujourd'hui un tout petit peu sourire, ayant pris un petit peu d'âge. Et puis, après plusieurs essais complètement infructueux, faut bien dire, on est tombé sur plusieurs personnes qui nous ont permis un peu de faire cette spin-off. Et donc, on a transféré une partie de notre savoir-faire sur le sujet, quasiment tout ce qu'on savait à l'époque, sur Cyberdetect, et aujourd'hui c'est Régis qui pilote ça, et on continue à discuter ensemble sur les différentes problématiques et à les conseiller sur des directions et essentiellement des échanges, quoi. Mais c'est pas le principe de la recherche. On cherche, et puis quand on trouve, on fait une start-up. Bah non, c'est une partie de la recherche seulement. Ça marche très très bien dans le domaine de la sécurité, je trouve, parce qu'on est très proche, on va dire, de ce saut vers, nous on appelle ça vers l'innovation, vers les entreprises, vers aussi les organismes d'État, tout ça. Mais il y a toute la recherche qui est beaucoup plus fondamentale. Pensez aux problèmes, par exemple, de géométrie ou de deep learning ou de traitement automatique des langues. Parfois, c'est beaucoup plus amont que ce qu'on fait nous ici. Et comment tu as fait pour transformer de la recherche fondamentale pour arriver à faire une spin-off, une entreprise ? Parce que l'objectif, c'est de vendre derrière. C'est d'industrialiser un package, c'est de vendre du concret pour l'entreprise qui va acheter. Pour sortir du lab, c'est toujours la difficulté qu'on voit dans ce genre d'aventure. Tu as l'idée, tu commences à avoir quelque chose qui tourne. Ouais, c'est ça. Il y a l'idée, il y a quelque chose qui tourne, on a l'impression que ça marche. Et puis, il y a beaucoup de naïveté en se disant, ouais, ça marche, c'est la solution qui va révolutionner le monde. Alors, je mets ça avec des grosses guillemets. Puis après, on commence à discuter avec des personnes qui sont sur le terrain, beaucoup plus opérationnelles que nous. Et puis, on se rend compte que la solution, finalement, elle marche pas si bien que ça. Donc, on a peut-être revoir sa copie, on a peut-être travailler avec eux. Pour un certain temps, effectivement, on essaie de monter le niveau, on va dire, de niveau de prototype jusqu'à un niveau où on peut se dire, maintenant, on peut donner tous les travaux à un groupe d'ingénieurs d'une start-up, et puis ils vont packager les choses, le finir, et puis le mettre au point pour des clients. Et là, je pense que Régis pourrait mieux répondre que moi tout le travail qu'ils ont fait à partir des idées de base que nous on avait. Effectivement, la création de start-up, comme le dit Jean-Yves, c'est pas la seule voie de valorisation de ce qui vient de la recherche, mais pour moi, c'est la voie qui est la plus intéressante.
j'ai une petite expérience là-dedans parce que c'est la deuxième fois que je crée une startup. Enfin, celle-ci, je l'ai pas créée, je l'ai rejoint, mais que je m'occupe d'une startup qui est là pour valoriser. On se rend compte qu'on arrive avec des morceaux d'algorithmes, des prototypes de recherche, et le métier de Cyberdetect, c'est d'en faire un produit. Le métier de Cyberdetect, c'est d'en faire un produit qui soit scalable, d'en faire un produit qui réponde exactement aux besoins. C'est pas d'en faire un produit, et ça je me bats un petit peu de temps en temps avec mes chercheurs, qui répond à 99,99999% du temps. Souvent, alors dans la sécurité, c'est pas toujours le cas, mais d'avoir 98%, ça suffit. Et c'est les 2 derniers pourcents qui sont difficiles à aller chercher, et c'est les 2 derniers pourcents qui font que le produit ne sort jamais au final. Donc notre métier, enfin, ou en tout cas, mon métier, c'est de mettre tous ces gens-là autour de la table et de faire le meilleur produit avec le meilleur algorithme de recherche. Régis, si tu n'étais pas à l'origine de la société et que tu l'as rejoint, par quel biais il y a eu ce lien entre Lauria et Cyberdetect? Je n'ai pas trop compris. Cyberdetect est une entreprise issue de Lauria. C'est-à-dire que les fondateurs, Jean-Yves Marion, Guillaume Bonfante, Fabrice Sabatier, Stéphane Jégou et Laurent Werner, sont des gens qui étaient dans le microcosme Lauria. Moi, j'y ai travaillé par le passé, mais ce sont des gens du Lauria. Donc, ils ont créé cet algorithme, ils ont créé cette analyse morphologique, ils ont créé les balbutiements de gorille. Et moi, je suis arrivé par la suite, il y avait déjà un président avant moi, avec cette mission d'industrialisation. Dans la première année, on a continué un petit peu à faire de la recherche et développement. Et moi, je suis là vraiment pour industrialiser, pour faire un produit à partir de ce qu'on avait il y a presque 2 ans maintenant. Tu es en charge de la commercialisation, du marketing. Ouais, également, ouais. De faire le café, les photocopies, tout ce que fait un président d'entreprise. Et alors, comment ça marche, cette analyse morphologique des binaires pour détecter ceux qui sont malfaisants? Oui, c'est la question que j'allais poser, parce qu'il y a SSDeep, il y a déjà plein de gens qui ont proposé de faire des analyses de comportement, et je ne parle même pas d'intelligence artificielle, parce que c'est un peu un gros mot en ce moment, donc on est très curieux de savoir comment fonctionne la technologie. Là, je peux donner les grandes lignes. Alors, quand on dit comportement, il y a un piège il y a un petit piège qu'on va éviter tout de suite. Quand on dit analyse comportementale, en plus dans le domaine du virus, on pense souvent au comportement par rapport au système d'exploitation sur lequel il tourne, aux appels de fonctions, par exemple, aux appels des API. Et puis, on a des espèces de signatures et on essaie de se dire, tiens, il est en train de faire ceci et donc on va le bloquer parce qu'il n'a pas le droit d'avoir tel type de comportement. Nous, notre approche, elle est pas comme ça. Vraiment, l'idée de base, et c'est là que c'est vraiment de la recherche fondamentale, c'est de se dire, voilà, j'ai un binaire, je veux savoir ce qu'il fait. Je veux savoir ce qu'il fait, c'est-à-dire je veux essayer de comprendre effectivement quelle est la séquence des appels système, mais pas simplement aussi, qu'est-ce que son code fait. On est presque juste à côté. Quand je faisais mes premières présentations, mais je pense qu'il faut peut-être revenir à la base, c'était vraiment quasiment un outil de décompilation. C'est-à-dire qu'on a un binaire et on essaye de transformer ce code à bas niveau dans un code à un niveau un peu plus haut, disons en C, et puis peut-être de C, de remonter encore un peu plus haut. Et comme ça, comprendre ce qu'il fait. Et c'est ça le comportement pour moi. Pour toute l'équipe. Et comment on fait ça? Alors, évidemment, quand je dis ça, on est loin d'un système opérationnel, parce que si vous utilisez un décompilateur, oui, on arrive à décompiler, et après, c'est soit un analyste humain qui fait le travail, soit on repasse des outils dessus, mais ça ne recompile pas toujours, et puis on voit bien, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc. Et puis ça prend du temps surtout. Et puis ça prend du temps, et puis c'est pas, ça passe pas à l'échelle, par exemple. Notre approche n'a pas été celle-là. L'idée, c'était vraiment de se dire, bon, voilà, c'est quoi un binaire? Avant tout, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle le graphe de contrôle de flow, hein, c'est-à-dire la séquence des instructions, où vont les sauts dynamiques. S'il y a un call, quelque part, on va retrouver un arrête, une instruction return. Évidemment, cette instruction return, on n'est absolument pas sûr qu'elle retourne là où on pense qu'elle retourne, parce qu'on peut modifier la pile généralement à peu près comme on veut. Et puis, de toute façon, il y a d'autres façons de faire un retour d'un call et de reconstruire ce graphe de contrôle de flow le plus précisément
possible. Donc, alors là, il y a plein de questions, on va dire, absolument théoriques, hein, parce que prenez par exemple le problème d'un saut indirect, hein, donc un jump sur la valeur d'un registre. Comment prédire la valeur d'un registre? Alors, si le code binaire que vous étudiez vient d'un compilateur, on va dire relativement classique, bon, vous vous dites, ok, c'est du polymorphisme ou c'est quelque chose comme ça, je vais retrouver les adresses, etc. Tout se passe bien. Donc ça, c'est ce que fait un des compilateurs. Si maintenant c'est un malware, c'est pas du tout la même chanson. Donc ça, c'était une première difficulté. Comment on fait pour reconstruire ce graphe de contrôle de flow? Une deuxième difficulté qu'on a immédiatement après, c'est que c'est toutes les offuscations qui sont présentes, hein, c'est-à-dire toutes les manières de protéger son code pour pas qu'on arrive à reconstruire ce graphe. Et puis enfin, le problème qu'il fallait passer pour nous, c'était les packers. Alors, avant d'aller sur les packers, est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi c'est très important de reconstruire le graphe de contrôle de flow? Oui, parce qu'en fait, j'ai un tout petit peu dévié un peu trop loin du côté des packers. En fait, effectivement, restons sur le graphe de contrôle de flow. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'avoir un graphe de contrôle de flow d'un code binaire qui soit relativement proche de ce qu'il doit être. J'ai cité le problème des sauts indirects, j'ai cité le problème des instructions return, savoir exactement où ça revient, et ainsi de suite. Et pourquoi on en a besoin? Parce qu'à partir de là, on va essayer d'analyser ce graphe de contrôle de flow. Alors là, je vais reprendre les mots du site web, qui sont très très bien, que je ne vais pas vraiment regarder en fait. Je ne sais pas trop ce qu'il y a sur le site web de Cyberdetect, qui est de caractériser les comportements du binaire. Donc après, tout le travail de l'analyse morphologique, c'est un peu de découper ce graphe de contrôle de flow en petits graphes, que nous on appelle des sites, et de voir l'interdépendance, les relations qu'ont ces petits graphes entre eux. Chaque petit graphe qu'on appelle des sites, ça forme une espèce de comportement élémentaire, qui est parfois un comportement, parfois on ne sait pas trop ce que ça fait d'ailleurs quand on met en mode automatique, et on regarde l'interrelation entre tous ces sites, et ça, c'est l'ensemble des comportements du code qu'on analyse. Une fois qu'on a dit ça, vous voyez où j'arrive avec mes gros souliers, quoi. Une fois que vous avez ça, si j'ai analysé un code binaire, comment je vais faire? Je vais essayer de retrouver tous ces sites, leur interrelation, et essayer de voir si j'ai déjà vu ça quelque part dans un autre programme. Et si j'ai déjà vu ça quelque part dans un autre programme, et que je sais que c'est un truc qui est relativement malveillant, je vais faire « oh là, j'ai un souci ». C'est là-dedans qu'on dit caractériser son comportement. Il y a pour moi un gros avantage, hein, c'est la résistance aux réécritures, qu'elles soient automatiques ou qu'elles soient dans le code source. C'est-à-dire que le hacker, le pirate peut réécrire son code ou lui demander à son code de se réécrire automatiquement. Le fait de passer par le graphe de contrôle de flow, si on a le même comportement, comme l'a dit Jean-Yves, on va avoir le même graphe de contrôle. Donc, on va être capable de reconnaître un comportement malveillant si on l'a déjà vu auparavant. C'est vraiment ça l'idée. On parle de variants. L'idée, c'est de pouvoir découvrir, analyser et détecter des variants d'un même virus, même s'ils ont été réécrits, même s'ils ont été obfusqués, même s'ils ont été packés, ou s'ils se réécrivent en live, je dirais, en mémoire. Le problème concrètement que vous rencontrez, vous, dans le métier de faire la détection de malware, c'est quoi? C'est le nombre de variants? Parce que je comprends qu'il y ait des nouveaux malwares qui arrivent. Ok, l'état de l'art, j'ai pas de souci là-dessus, mais c'est quoi? C'est l'ampleur du nombre de variants dont vous allez détecter le comportement au final, et vous allez voir qu'en fait, il y a des variants, mais le résultat, pardon de le dire comme ça, mais le résultat sera le même? Il faut faire très attention à la réponse. Donc, si on est d'accord sur la définition de variant, un variant, c'est simplement un code différent qui fait la même action qu'un premier malware qu'on a détecté, on peut dire l'attaque 0, puis après il y a toute une série de mutations, de protections, en fait, toute une série d'offuscations qui font que le programme est légèrement différent ou carrément différent. Là, je parle pas des packers. L'analyse morphologique, effectivement, comme dit Régis, c'est relativement robuste à ces variants. C'est-à-dire que même si on a mis beaucoup de protection, souvent on arrive à retrouver cette interrelation entre les sites parce que tout n'est pas totalement modifié. Et donc, je ne dis pas qu'on y arrive à 100%, mais point de vue pragmatique, au niveau des benchmarks que l'on a, ça ne marche pas trop mal. Même si on peut passer le système et le tromper.
Là où par contre je trouve que le travail est absolument passionnant et difficile, c'est contre les nouvelles attaques, hein, parce que si là ce soir on crée tous un nouveau malware, Il faut bien l'identifier à un moment, quoi. Et le premier qui fait les frais dessus, ben, c'est dommage pour lui. Oui, oui, on est bien d'accord. voilà, c'est ça. Et c'est pour nous au niveau recherche, c'est ça l'enjeu, quoi. C'est comment je fais pour vous me donnez un binaire et moi je vous dis oh celui-là, faut mieux pas l'exécuter. Est-ce que c'est pas un petit peu présomptueux dans l'histoire de l'informatique de vouloir prédire absolument la nouvelle menace ou cybermenace, parce que c'est, comment dirais-je, c'est un peu crier au loup, quoi. C'est un malware qui n'existe, qui va être inventé avec un nouveau mode opératoire, qui s'appuie sur des technos différentes, sur des façons de penser différentes. C'est juste comme deviner les chiffres du loto, quoi. C'est une utopie. Non, mais surtout, ça a été prouvé indécidable. On ne peut pas classifier un binaire en étant malware ou pas de manière prouvable. Est-ce que ça vaut pas la peine de se concentrer sur la réactivité par rapport à une nouvelle menace qui est découverte, un petit peu, un nouveau virus apparaît, plutôt que de... C'est très dur au niveau recherche de se dire, non, on va travailler sur un algo qui va permettre de trouver des dérivés, quoi. Je pense que vous avez raison, il faut mieux travailler sur la réactivité d'un point de vue purement pragmatique. Et donc, je pense que c'est normal que Cyberdetect, par exemple, je ne peux pas parler à la place de Régis, mais travaille plutôt sur la réactivité, la vitesse de créer une des signatures, etc. Je pense qu'il en parlera. Maintenant, vous avez totalement raison. Caractériser ou donner le comportement d'un programme est un problème indécidable. Ça remonte à Alan Turing, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Néanmoins, même si le problème est indécidable, on peut quand même avoir des méthodes, des heuristiques qui vont essayer de donner une sémantique, c'est-à-dire donner le comportement d'un programme binaire. C'est un problème de recherche, c'est un problème de recherche extrêmement difficile, sur lequel il y a quelques équipes en France et dans le monde qui s'y attaquent, et je pense que ça vaut la peine d'y aller, parce que plus on avancera vers la caractérisation de ce qui se passe avant de lancer, d'appuyer sur « je veux exécuter le programme », plus on aura des petits crans d'avance sur l'attaquant. C'est ça qui est important. Même si nos heuristiques sont loin d'être parfaites, elles peuvent quand même stopper certaines choses, je pense, à terme. Donc, je pense que là, vous avez raison sur le fond, il faut être dans la réaction, il faut être capable de réagir vite. Mais d'un autre côté, la recherche, c'est son job de penser un petit peu différemment et de se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas attaquer ce gros problème-là? Et si on faisait des petits progrès sur ce gros problème, on pourrait peut-être faire un peu mieux. Et vous voyez, c'est penser autrement, quoi. Et c'est ça un peu notre job, quoi. Qu'est-ce que vous commercialisez exactement, puisque vous parlez d'arrêter un programme? Donc, est-ce qu'on se parle de logiciel installé sur un PC Windows avec un driver ou qui va pouvoir intercepter des événements et dire cet exécutable ne se lance pas? Ou est-ce que c'est l'étape d'en dessous, c'est-à-dire est-ce que c'est un outil d'analyse destiné à des analystes malware qui va dire, voilà, ce fichier que vous avez reçu, il a 98% de similarité avec un malware connu, et donc... Alors, historiquement, on avait un outil destiné aux reverseurs qui s'appelle Gorille Expert, qui fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il analyse un fichier et il va donner le pourcentage de sites en commun pour nous avec des malwares existants ou avec d'autres programmes qui peuvent être des programmes blancs, hein, Word.exe par exemple, existants. C'est un outil qui est en ligne de commande, qui est assez compliqué à utiliser et qu'on va vendre à nos amis des renseignements, à certains SOC, vraiment à des gens qui sont vraiment très pointus du système. L'idée également, ça a été de commercialiser quand on a vendu 5 gorilles experts dans une année. On n'est pas loin d'être au taquet. L'idée, c'est de proposer un outil qui soit un outil plus, alors je vais pas dire grand public, mais qui soit interfaçable avec des solutions du marché. Donc, on a développé un outil qui s'appelle aujourd'hui Gorille Cloud, qui est un outil serveur avec une API, et à cet outil, on peut lui pousser en automatique des exécutables, et Gorille va répondre sur le caractère malveillant, mais également toujours sur la caractérisation, donc ces pourcentages de similarité avec des malwares connus ou avec des outils connus. La grande force de ce Gorille Cloud, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit, s'interfacer avec des orchestrateurs d'antivirus, s'interfacer avec des EDR, s'interfacer avec des outils dans des SOC. Et c'est là où on n'est qu'une petite partie de la chaîne de protection et de la chaîne de détection. On va détecter les similarités dans des binaires, et c'est notre métier, c'est notre niche. C'est là où on essaye de bien travailler. Donc, interfaçons-nous avec des solutions existantes
pour améliorer, renforcer la surface de détection globale des systèmes de protection. Moi, je voudrais juste comprendre, quand vous parlez de graphes de contrôle de flow, je vois à peu près le principe de ce que fait votre outil, mais derrière, ça veut dire quoi? Vous allez faire des empreintes, genre des empreintes cryptographiques? Parce que depuis que j'ai compris ce que c'était, je suis trop fier de l'utiliser, ce mot-là, mais bref. Non, mais vous faites des empreintes et vous allez comparer dans une base de données d'empreintes le comportement d'un binaire par rapport à ce que vous auriez déjà pu voir? C'est comme ça que vous procédez? Oui, il n'y a pas d'empreinte cryptographique sur ce coup-là, mais c'est les premières versions, c'était exactement ça. C'est-à-dire que ce que l'on faisait, c'est qu'on avait donc une collection de sites et d'interrelations entre ces sites qui étaient dans une énorme comme une base de signature, hein, comme on pourrait avoir une base de signature sur Yara, sauf que Yara, c'est des expressions régulières en gros. Là, c'était des choses beaucoup plus complexes. Et puis, il fallait faire une correspondance entre ces sites et le programme qu'on analysait. Et en fonction de la nature des correspondances, on a toujours d'ailleurs un degré d'alerte. Et après, si vous voulez, l'intérêt, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça marchait pas trop, ça marchait bien parce que on arrivait par exemple à détecter certains types de librairies qui sont tout le temps plus ou moins embarqués ou des librairies open source ou quoi que ce soit, nous on avait repéré et annoté et on les repérait relativement bien. Donc en plus de ça, ça nous permettait aussi un petit peu d'annoter certains morceaux du programme, quoi. Et ça c'était assez sympa. Bon, maintenant une fois qu'on a le principe, donc là je mets un peu plus maintenant dans ce qui se passe. Une fois qu'on a le principe, vous voyez bien que on a un énorme graphe qu'on découpe en petits morceaux. Et après, on va voir si ces petits morceaux, on arrive à les recoller par rapport à un ensemble une sorte de grosse base de données. Mais après ça, vous voyez, et c'est là où l'IA est pas très loin, parce que c'est exactement ce que font les réseaux de neurones et tous les méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire que finalement, on apprend un certain nombre d'images ou de graphes, et puis une fois qu'on pousse après, il faut savoir est-ce qu'on arrive à détecter ou pas tel ou tel programme, avec tous les difficultés que ça peut comporter dans l'algorithme. Est-ce que ça ressort, c'est un pourcentage de similarité? Alors ça ressort plusieurs choses. Ça ressort effectivement dans la version la plus simple, un pourcentage de similarité, donc ça vous dit voilà, dans tel programme qui est analysé, on a repéré, je dis n'importe quoi, 25% de sites malveillants, 50% de sites connus qui appartiennent à des librairies un tel, et puis le reste, on ne sait pas. Voilà. Et puis après, on fait un petit calcul, et puis on dit, voilà, il est malveillant à tel pourcentage. Avec 25% de sites malveillants, moi, j'exécuterai pas. Après, on peut aller un tout petit peu plus loin. Et ça, c'est une force. Alors, suivant la méthode de correspondance, hein, mais si on fait une méthode relativement simple, il y a un truc qui est vraiment, je trouve, très, très, très chouette, c'est de dire, voilà, j'ai trouvé ce site-là qui va correspondre avec un autre site du programme que j'analyse. Et je vais pouvoir les resynchroniser, les mettre au même niveau d'adresse, les désassembler et voir exactement s'ils se correspondent bien. Et regarder même l'expert humain pour regarder que, effectivement, ces deux sites font plus ou moins la même chose, modulo un certain nombre de petites différences qui peuvent être des offuscations, qui peuvent être des petits rajouts, des choses comme ça, mais globalement, la sémantique est la même. Et ça, on resynchronise avec des assembleurs type IDEA et ça fonctionne bien. Est-ce que ça pose pas des challenges par rapport aux virus modernes qui vont aller dans deux sens? Un, par exemple, insérer du code dans un exécutable existant, par exemple un VLC, et remplacer juste une toute petite portion quelque part qui va être activée. Et du coup, une analyse de malware confrontée à un binaire de 30 mégas qui s'appelle vlc.exe et qui est capable de lire des vidéos, il va se dire « Ok, c'est VLC, je passe pas de temps là-dessus ». Et à l'inverse, est-ce qu'il y a il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même quelques malwares aujourd'hui qui font pareil 50 ou 100 mégas et qui sont en fait des applications Electron. Donc en fait, il y a 90% du code qui est en fait le code de Chrome. Et où la plupart des malwares sont compilés avec OpenSSL ou plein de librairies open source. Donc est-ce que ça ne va pas biaiser la détection en fait? Et on va dire, OK, il y a que 2% de similarité avec un malware connu, mais c'est tout simplement du fait qu'il y a 90% du code qui est déjà du code open source et qui donc est forcément utilisé par tout le monde et pas malveillant, quoi. Oui, ça c'est une véritable difficulté. Je pense que je vais laisser parler Régis sur le sujet, mais pour moi c'est une véritable difficulté et c'est aussi un point, je pense, d'amélioration, parce qu'on voit pas mal de cas où on a effectivement, vous avez tout à fait raison, 90% de sites complètement clean, puis d'un coup on a
un tout petit pourcentage où là, il y a un souci. Si on fait un bet ratio, évidemment, ça fait du malveillant, quoi. Mais en fait, on peut se dire, attention, il y a quand même il y a un problème. Et à quel moment on dit vraiment il y a un problème, c'est une question difficile. Mais je voudrais laisser parler Régis parce que je pense que là, maintenant, il a plus d'expérience et de retour que moi sur le sujet. En fait, on triche un peu. Dans le sens où on utilise, nous également, beaucoup de bases blanches. Donc, on va avoir les différentes versions de VLC et on va aller comparer également ces versions de VLC avec les petits deltas et d'aller rechercher si ces petits deltas ne sont pas des sites malveillants connus dans notre base noire. Tout notre métier, il est dans l'algorithmique, comme l'a précisé Jean-Yves, mais il est également dans la constitution de nos bases blanches et de nos bases noires qui nous permettent de faire des comparaisons. Donc, ce petit delta entre VLC et le VLC malveillant, le pari qu'on fait, c'est qu'on va être capable de le retrouver et, enfin, ces sites malveillants delta dans VLC malveillant, on va être capable de les retrouver dans notre base noire de sites malveillants. La base noire, elle ne contient aujourd'hui que les sous-ensembles, que les petites parties, les petits sites, les petits comportements qui sont malveillants. Donc, le pari, il est d'aller chercher ça. D'aller chercher cette petite partie-là. Et on n'a pas parlé de la constitution des bases, parce que là, vous parlez de similarité avec des malwares existants, et ensuite de VLC. Alex Dulaunoy, qu'on interviewera peut-être dans le futur dans nos limites sécu, a justement un projet là-dessus sur constituer des bases de fichiers connus comme étant sains, ce qui est vraiment loin d'être un problème facile. Par exemple, les bases de référence du NIST contiennent que les versions standards de Windows, mais il n'y a pas forcément toutes les mises à jour de tous les logiciels utilisés. Alors, comment vous avez constitué des bases noires et blanches? Je ne sais pas si on peut utiliser ces termes aujourd'hui, mais... Ouais, si. Enfin, aujourd'hui, c'est ceux que nous, on utilise. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas, c'est ceux que... Ils ne sont pas très woke, on va dire. C'est ça. C'est un travail de fourmi. Moi, j'ai une équipe qui est dédiée exclusivement à récupérer... on a plusieurs sources, plusieurs sites d'information qui nous permettent de récupérer ces bases blanches, par exemple. On les passe tous les fichiers passent à l'analyse Gorille, donc ils sont tous caractérisés, et c'est la même chose sur l'ensemble des références noires qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui un travail qui est semi-automatisé, mais qui est un travail de fourmi. Moi, je suis très intéressé de travailler avec des gens, soyons humbles, on sait pas tout faire, qui sont capables de faire des bases blanches de façon optimale, on va dire. Ou plus optimale que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut même plus se fier à la signature d'un exécutable, étant donné que la clé peut être compromise a posteriori. Complètement. C'est un travail de fourmi pour les humains, mais c'est aussi un travail titanesque pour les machines, parce que comparer N binaire avec M binaire, c'est un problème qui, à ma connaissance, n'est pas linéaire. Enfin, je veux dire, classifier des millions de nouveaux fichiers chaque jour, ça demande une puissance de calcul assez importante. Surtout que je ne sais pas ce que vous stockez comme information sur le binaire. Est-ce que vous avez besoin de conserver le binaire d'origine ou est-ce que vous pouvez compacter le binaire à une sorte de représentation sous forme de graphe qui prend moins de place? Parce que sinon, ça veut dire aussi stocker tous les binaires dans leur forme d'origine, quelque part, pour pouvoir les repasser à l'itération suivante de l'outil, quoi. Moi, je peux répondre sur les aspects algorithmiques. Je laisserai Régis parler de comment il stocke ses binaires, etc. Ça, c'est celui du travail d'entreprise. Cela dit, je me moque un peu doucement, mais si je reviens avant de parler d'algorithmique, la question d'avoir des bases de goodware et des bases de malware et des bases de packers et les binaires qui correspondent, etc., ça, ces données-là sont extrêmement importantes et la recherche en a besoin. Nous, on a des bases effectivement de malware, on a des bases de goodware, mais elles sont pas forcément complètement à jour, etc. Donc, toute initiative qui apporterait une base de goodware serait vraiment une plus-value incroyable pour nous, hein, et pas que nous, hein, je pense que toute la communauté scientifique. Maintenant, pour répondre sur les aspects algorithmiques, effectivement, quand à partir du moment où on fait du matching de graphes, hein, les correspondances entre des graphes et savoir, en gros, on peut se dire, tiens, en n'y pensant pas trop, comme ça rapidement, on dit, oh là, c'est un problème d'isomorphisme de graphes, c'est extrêmement complexe. En fait, oui et non, parce que premièrement, c'est des graphes très particuliers, ces graphes de contrôle de flow, hein, ils sont souvent
Ils ont une structure bien particulière, ils ont souvent une racine, ils sont souvent dirigés, etc. Donc la complexité là s'effondre. Première observation. Deuxième observation, avec tout ce que l'on a fait autour des différents tests d'isomorphisme et des travaux autour qui ont été par la suite, parce que sur les problèmes d'apprentissage, pour reconnaître justement des graphes, on a beaucoup avancé sur le sujet. Et en fait, si la complexité théorique, au pire cas, reste toujours la même, bien entendu, toujours pareil dans le cas pratique, on se débrouille pas trop mal. Maintenant, je vais laisser Régis répondre sur vraiment, lui, quels sont ses benchmarks en termes de logiciels. Aujourd'hui, on stocke pas les exécutables, par exemple. Sauf les exécutables malveillants qui nous semblent intéressants pour pouvoir plus faire de la R&D sur ces exécutables malveillants-là. On stocke, Jean-Yves l'a dit, exclusivement la structure du graphe qui correspond à un hash de fichier. C'est ça notre donnée de base. On a le hash du fichier, on a la structure du graphe associé et on stocke même nœud par nœud aujourd'hui, site par site, petit morceau de comportement par petit morceau de comportement, qui nous permet d'être beaucoup plus efficace que ça soit dans la partie recherche, stockage de ces choses-là. On pourrait pas tout stocker de toute façon. Oh, ça dépend si vous êtes des bons clients du cloud ou pas. Faut pas que ça brûle. Moi, je voudrais revenir à ce qu'a dit Jean-Yves tout à l'heure, parce que c'est un truc que je j'ai jamais compris. C'est votre problème avec les packers. Alors, pardon, hein, d'abord, je sais pas ce que c'est qu'un packer. Et ensuite, c'est quoi votre problème derrière ? Alors, un packer, c'est un truc formidable. C'est quelque chose, mais formidable, mais parce que, évidemment, je vais expliquer ce qu'est un packer, on va faire bouffe, c'est pas intéressant. Mais en fait, c'est très intéressant, un packer. Un packer, c'est quelque chose qui permet de paquer, donc de compresser, typiquement. On voit ça depuis des années, depuis que je suis enfant. Les logiciels sont compressés et quand ils s'exécutent, qu'est-ce que fait ? On va dépaquer, c'est-à-dire qu'on va décompresser, ou alors on va le décoder parce qu'il y a une clé de chiffrement et puis on va afficher en vrai le code et puis là il va s'exécuter. C'est essentiellement au départ, je pense, uniquement fait pour transmettre des fichiers et les protéger lorsqu'on veut mettre une clé de chiffrement dessus et puis quand on tape son truc, ça déchiffre et le programme s'exécute. Voilà. Alors, comment c'est utilisé pour les malwares ? Bien entendu, c'est utilisé pour protéger le code du malware pour pas qu'on sache exactement ce qu'il fait, ou même pour qu'on le voit pas du tout. On peut avoir des programmes qui sont tout petits, donc on se dit, il n'y a pas de souci, et puis tout d'un coup, ils vont déchiffrer quelque chose, et là, boum, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire qu'un packer va pouvoir appeler un second packer, qui va appeler un troisième packer, un quatrième, un cinquième. Parfois, c'est un seul packer qui va générer toute une série, on va dire, de vagues. Nous, on appelle ça des vagues. Certains appellent ça des couches ou des niveaux. Donc, des passes. Ouais, des passes, etc. Donc, on peut en avoir plein. Parfois, on en a qui vont jusqu'à 600 vagues différentes avant qu'on ait enfin la charge, le payload vers la vague 600 ou 601. Voilà. On a aussi des systèmes. Alors, et c'est là que je vais légèrement changer la notion du packer. C'est là, c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'était excitant et passionnant. On va par exemple utiliser aussi des systèmes de virtualisation, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un packer ? C'est quelque chose ou un dépacker, c'est quelque chose qui va transformer une donnée dans un programme. D'accord ? Donc on va voir cette modification de données à un programme, par exemple en déchiffrant. Mais ça peut aussi passer de données à un programme en exécutant la donnée, parce que cette donnée va être supposée être un programme dans un autre langage de programmation. Donc, on va réinterpréter la donnée parce qu'on a embarqué un interpréteur à l'intérieur du premier noyau. Et donc, comme ça, on va pouvoir faire des tours d'interprétation dans des langages qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est tout ça qu'il faut analyser et essayer de retrouver ce fameux graphe de contrôle de flow là-dedans, qui parfois est toujours quelque chose d'extrêmement délicat. Et c'est d'autant plus excitant que moi, j'appelle ça des programmes automodifiants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un programme commence à faire qu'une donnée, il va modifier une donnée de telle manière à la rendre exécutable, donc il va modifier lui-même son code. Et on peut le faire de tas de manières différentes. Et si on écrivait des malwares, on pourrait imaginer des tas de systèmes extrêmement complexes et qui rendraient l'analyse épouvantable. Heureusement, il y en a relativement peu qui le font. La difficulté, c'est comment on fait une analyse d'un programme paquet, puisque au départ, on ne voit pas le programme. On voit juste la donnée chiffrée ou la donnée compressée. Voilà. Il faut donc, si on ne veut pas l'exécuter, il faut l'analyser de manière statique. Donc, il faut être capable de dépaquer, ce qui peut être extrêmement compliqué. Et en fait, aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne sait vraiment le faire de manière statique, c'est-à-dire sans exécuter le programme d'une manière ou d'une autre. Sauf quand ce sont des packers connus,
évidemment, c'est des packers codus. On a le dépacker, donc là, on va y arriver. Mais par du temps, ça ne marche pas comme ça. Donc là, on est obligé de passer d'un système d'analyse dynamique et c'est une autre histoire. Jean-Yves, on n'en a pas parlé tout à l'heure, que ce soit l'analyse morphologique ou Gory qui l'utilise. On a 2 modes de fonctionnement. Le premier mode qui est statique, qui va juste regarder le code assembleur d'un exécutable sans l'exécuter lui-même. Mais on a également un mode d'analyse qui est un mode d'analyse dynamique qui va laisser le binaire s'exécuter dans une machine virtuelle. Nous, on cache un petit peu tous nos outils d'analyse pour qu'ils se rendent pas bien compte qu'ils soient dans cette VM-là. Et on le laisse s'exécuter, on laisse passer les différentes vagues dont Jean-Yves vient de parler. Et ça nous permet de voir les différentes vagues, de voir les fonctions d'auto-modification, de voir le dépacking que peut faire cet exécutable-là, et de reconstituer le fameux graphe de contrôle de flow dont on parlait, et de pouvoir faire cette même analyse qu'on faisait tout à l'heure. Et est-ce que cette analyse dynamique est réalisée systématiquement ou uniquement quand vous n'arrivez pas à reconstruire le graphe ? C'est un beau problème de recherche. Je relance Jean-Yves sur le sujet parce qu'on n'arrête pas d'en parler. On a aujourd'hui, nous, des heuristiques qui nous permettent de dire là, je dois lancer une analyse dynamique ou là, je dois pas en lancer. Notre Gory donne on a fait toujours une analyse statique et de temps en temps, il s'est pas trop décidé. Donc, quand il s'est pas trop décidé, on va lancer une analyse dynamique systématiquement. En revanche, on peut également forcer l'analyse dynamique si on n'est pas satisfait du résultat. Aujourd'hui, c'est une belle problématique de savoir si on lance ou pas une analyse dynamique après une analyse statique. Qu'est-ce que vous utilisez exactement comme outil ? Parce que IDA Pro a été mentionné, mais je suppose qu'il est beaucoup trop lent pour faire de l'analyse. Est-ce que vous vous désassemblez avec Capstone, avec je sais pas, il y a plein de librairies Miasm, une autre librairie en Ruby ou autre, ou est-ce que vous avez refait votre propre moteur de désassemblage, par exemple ? C'est quoi la technologie derrière ? Moi, je vais répondre, mais de manière un peu... Je pense que ma réponse va être extrêmement pertinente parce que moi, je sais pas ce qu'il y a dans Gory aujourd'hui. Par contre, en haut labo, pour l'analyse morphologique, nous, on utilise Capstone pour désassembler. Et après, on a effectivement nos propres systèmes de machines virtuelles pour faire des bacs à sable. Et là, on a plusieurs. On a celles qui marchent avec QEMU, on a qui sont avec Dynamo Rio, donc en instrumentant une VM. Et puis récemment, on a quelques autres systèmes qu'on a mis au point. Généralement, ça tourne autour de QEMU. On parlait tout à l'heure de Gory Expert. J'ai un client en particulier en tête qui utilise Gory Expert pour ses capacités de désassemblage plutôt. Il est bien sûr intéressé par la suite, mais parce que c'est beaucoup plus rapide que les solutions classiques. En tout cas, dans son utilisation, soyons très clairs, soyons humbles sur ce. Dans l'utilisation qu'il en a, c'est plus rapide d'utiliser Gory Expert que d'autres solutions classiques. Les profils des reverseurs malware sont quand même très attachés aux outils qu'ils utilisent. Quel est le niveau qu'ils doivent avoir au niveau du reverse ? Quelqu'un qui utilise IDEA Pro, par exemple, tous les jours, s'il décide de passer sur ta solution, est-ce qu'il y a un plan de formation qui est prévu ou au contraire, est-ce que c'est extrêmement facile ? Alors, il y a bien évidemment un plan de formation qui est prévu. Aujourd'hui, les reverseurs qui utilisent Gory utilisent les 2 solutions. On se retrouve sur certains de nos clients, on m'a dit une fois, quelqu'un qui utilise Gory sera meilleur que quelqu'un qui l'utilise pas. Parce qu'il a la possibilité, dans certains cas particuliers, d'utiliser Gory. C'est dans la boîte à outils, c'est la boîte à outils, c'est le complément, C'est exactement ça, exactement. Ça le conforte dans son analyse et quand il va te faire son rapport en disant, ok, c'est de l'Emotet, du Qbot et compagnie, et voilà ce qu'on voit, quoi. Exactement. Comment vous vous comparez à la concurrence, si on peut l'appeler comme ça ? Je pense, Bindiff qui est peut-être le plus simple, mais Lumina Server qui est maintenant intégré dans IDEA, ou tous les projets qui sont pas tous vivants aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de projets open source qui faisaient de la comparaison de binaires, essentiellement destinés au départ à l'analyse des patchs Microsoft, mais qui aujourd'hui fonctionnent potentiellement aussi bien sur des malwares. Moi, je pense à Moabi, ça me semblait ressembler vu de loin. Aujourd'hui, moi, j'identifie vraiment en termes commercial un très gros concurrent qui est Intezer, qui est la solution israélienne qui fait à peu près la même chose que nous avec des moyens qui sont complètement différents. Je sais pas combien ils sont chez Intezer, mais je pense que c'est les effectifs de Cyberdetect x100, j'imagine, et un budget équivalent. Alors, on n'a pas la même qualité d'interface, on n'a pas la même qualité d'interconnexion, mais en tout cas, on est capable de fournir des résultats aussi pertinents. On a également un concurrent français qu'on connaît bien, je ne sais pas si je vais le dire ou je vais le dire, de toute façon, il n'y a pas de souci, qui s'appelle Glimpse, que vous avez interviewé il y a quelques temps. C'est un confrère. Dans ce monde-là, c'est des confrères.
On est confrères. On est confrères avec je dirais, une technologie qui est différente, mais une philosophie qui est proche, qui est très très proche. Aujourd'hui, j'ai pas de benchmark, je sais pas est-ce qu'on est meilleur, est-ce qu'on n'est pas meilleur. Je pense que c'est aussi très dépendant de sur quel échantillon on travaille, sur quel type de base de données on travaille également. On parlait des bases blanches et des bases noires. Soyons humbles, on me l'a dit récemment. Et voilà, c'est un confrère effectivement, et il y a un petit peu de place pour tout le monde aujourd'hui dans ce monde-là. En fonction des besoins de nos clients. C'est clair que si vous arrivez à protéger des ransomware, c'est un marché sur lequel il y a de la place pour tout le monde parce que il y a de la demande. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, à ce stade de développement, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est recruter des développeurs? Est-ce que c'est trouver des clients, des revendeurs? Là où vous en êtes, de quoi avez-vous besoin? Peut-être des investisseurs aussi? Enfin, ça, c'est facile à trouver. Justement, j'en cherche. Tu cherches des bons, c'est-à-dire qui mangent pas la société tout de suite et qui t'en laissent les rênes. Je cherche des investisseurs qui ne sont pas exclusivement des investisseurs financiers, mais qui sont également des gens qui puissent nous accompagner dans notre développement. Et ça, c'est très important. J'ai besoin aujourd'hui d'investisseurs qui sont du domaine et qui sont capables d'animer un réseau, de nous dire, de m'appeler le matin et me dire là, Régis, tu vas dans le mur parce que c'est pas la bonne solution, il faut pas travailler comme ça. Donc c'est ça notre recherche d'investisseurs. Effectivement, notre stratégie, notre programme, il est un petit peu plus large que ça. On est toujours en train d'améliorer notre Gorille, on est toujours en train de le fiabiliser. Je vous parlais tout à l'heure des petites mains, qui sont des mains très intelligentes, qui vont chercher les bases blanches et les fichiers pour les bases blanches et les bases noires. Ça, c'est aussi une grosse partie du travail. On est un maillon de la chaîne de protection. Donc, allons discuter avec les autres maillons. Créons des partenariats. Aujourd'hui, on a des partenariats avec des grands acteurs du domaine. Je pense à Walix, je pense à Tetris, je pense à QuarksLab. Ce sont des gens avec qui on travaille. Souvent, ces gens avec qui on travaille, c'est les médecins généralistes. Nous, on est le médecin spécialiste. On travaille sur l'exécutable, sur le binaire. Eux, ils proposent d'autres choses. Donc, aidons-les, aidons leurs clients, faisons des partenariats pour travailler là-dessus. Donc, recherche de partenariats. Mais également, on travaille en direct avec différents comptes et on vient de structurer complètement notre démarche commerciale. On vient de structurer un petit peu notre démarche marketing. Je reviens sur ce que je disais tout au début. Partir d'un algorithme de recherche et d'en faire une société. On est dans cette phase-là, cette phase d'industrialisation et de faire une vraie société. Il n'y a pas de fausse société, je pense pas, mais de faire une société, une entreprise à partir de cet algorithme de recherche et du travail de Jean-Yves. Alors j'ai retrouvé le nom de la base à laquelle je pensais, c'est tout simplement l'API HLOOKUP du Circle, le CERT luxembourgeois, qui eux ont une base de données assez conséquente de binaires sains, blancs comme vous les appelez. Je vais les regarder et je vais en parler à mon équipe, et s'ils l'ont pas, je vais taper du poing sur la table en disant pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas. Ok, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin? Moi, je dirais que la société qu'il a citée, Glimpse, la différence, c'est qu'elle est à l'ouest. Eux, ils sont à l'est. Ouais. Alors, les recrutements sont à l'est aussi ou en télétravail, n'importe où? Aujourd'hui, on a tout le monde au bureau, en tout cas avec les conditions Covid. Mais bien évidemment, demain, on fera des recrutements en télétravail. Je ne vais pas dire dématérialisés, mais à distance en tout cas. On triche également un petit peu. On est très proche de l'école d'ingénieurs télécom Nancy. On est très proche de l'école des mines de Nancy. Donc, on arrive à recruter les jeunes ingénieurs qui en veulent et qui fortigent dans le domaine. Il y a un peu moins de concurrence. Enfin, il y a la Poste, il y a des gens comme ça, mais il y a un peu moins de concurrence. Il y a un petit peu moins de concurrence, ouais. On a la concurrence du Luxembourg. Ah, ça c'est clair, dévastatrice, avec beaucoup d'argent. Mais on vend le fait qu'on ait une boîte sympa, c'est pour ça. Donc, on récupère un petit peu pour l'instant ce qu'on veut. Mais si vous avez des jeunes qui veulent faire des thèses, n'hésitez pas, écrivez-moi. Ok, bien, le message est passé. Jean-Yves, Régis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Félicitations. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais.